Bonjour à tous. Alors on va commencer un nouveau chapitre qui porte sur le moment cinétique en mécanique quantique. Et la première capsule va introduire des généralités et quelques propriétés du moment cinétique. Alors je tiens à rappeler que le moment cinétique est une notion fondamentale en mécanique du solide. Et je rappelle particulièrement la propriété suivante pour laquelle le moment cinétique est conservé quand il y a une invariance par rotation du système. Alors nous verrons que grâce à cette propriété, on va pouvoir résoudre de manière élégante la structure des atomes et particulièrement celle de l'atome d'hydrogène, qui est le cas le plus simple de tous les atomes. Nous verrons également que le moment magnétique et particulièrement le ferromagnétisme peut être interprété grâce à la notion du moment cinétique. Et puis, on va pouvoir dire que le moment cinétique, il en existe trois différents. Un moment cinétique orbital qui a son classique en mécanique du point. Un moment de spin qui est purement quantique. Et on peut composer ces deux-là pour avoir un moment cinétique quelconque. Alors, un premier exemple très facile pour montrer l'importance du moment cinétique dans le magnétisme atomique est par exemple le moment magnétique associé à un électron quand il tourne sur son orbite circulaire. Donc je vais dans un premier temps dire que l'électron dans son orbital 1s, qui est réduite à un cercle, tourne avec une vitesse qui est uniforme, donc il s'agit là d'un mouvement circulaire uniforme, pour lequel l'expression du moment cinétique égale vecteur position vectoriel vecteur impulsion. Donc sachant que nous sommes dans un mouvement circulaire uniforme, ces deux vecteurs-là sont orthogonaux, ce qui me permet d'écrire, ici c'est une norme, RMV, c'est le module tout simplement du vecteur moment cinétique. Alors, si on dit que le mouvement de l'électron dans son orbite génère un courant électrique qui est approché dans un premier abord par la charge de l'électron sur la période du mouvement, on vient ensuite décrire la période du mouvement en fonction de sa vitesse. C'est tout simplement le périmètre divisé par la vitesse v de l'électron. Et on va définir un moment magnétique de celui-ci tel que m égale I fois S. S étant une surface qui s'appuie sur le contour circulaire que je peux écrire égale pi r carré. D'accord? La surface est un vecteur dirigé selon la normale à la surface qui est dans mon cas là, très simple, un disque. Donc je viens dans l'expression du moment magnétique remplacer tout simplement I par son expression ici et la surface par pi r carré, ça va vous donner cette forme-là dans laquelle je multiplie et je divise par la masse de l'électron pour simplement ici faire apparaître le module du moment cinétique. Donc, un électron, quand il tourne dans son orbital 1s, on va dire, vous pouvez lui associer un moment magnétique qui est collinéaire à L. Nous verrons plus tard que, de la même manière, on peut lui associer un moment magnétique qui est dû cette fois-ci à une quantité qui est purement quantique qu'on appelle un moment cinétique de spin. Alors, concernant les composantes classiques, donc il suffit de les calculer à partir du produit vectoriel en venant remplacer le vecteur R par ses composantes x, y et z et le vecteur P par ses composantes Px, Py et z. Maintenant, si on s'intéresse aux composantes quantiques, eh bien, on va utiliser le théorème de correspondance qui vous dit que à la position x, vous venez la remplacer par l'observable grand X et à la quantité de mouvement Px, vous lui associez l'opérateur Px ou moins h bar d sur dx dans la représentation position. C'est-à-dire que en mécanique quantique, je vais retrouver exactement les mêmes composantes qu'en mécanique classique en remplaçant les coordonnées par les observables et la quantité de mouvement par les opérateurs associés.
Mais dans la représentation X, en venant remplacer les quantités de mouvement, vous pouvez avoir moins IH bar YD sur DZ, etc. pour la composante LX, et ainsi de suite. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser aux commutateurs des composantes du moment cinétique. Donc, dans un premier temps, je vais calculer le commutateur Lx et Y en venant remplacer Lx par son expression ici et Ly par son expression également. Alors, on va se rappeler le fait que toutes les observables positions commutent entre elles, quelle que soit la coordonnée i et j, à savoir x commute avec lui-même, x commute avec y, parce que ce sont deux variables indépendantes, x commute avec z, de la même manière deux variables indépendantes, et puis z commute avec y. Il en est de même pour toutes les coordonnées du vecteur quantité de mouvement, c'est-à-dire px commute avec px, py commute avec py, px commute avec pz, px commute avec py commute avec pz, et ainsi de suite. La seule conjugaison que nous avons est entre les vecteurs position, les opérateurs position et les opérateurs impulsion. C'est-à-dire que vous avez ici un indice Kronecker qui vous dit que cette chose-là est nulle, sauf quand i égale j. En d'autres termes, x, px égale ih bar, y, py égale ih bar, et z, pz égale ih bar, et tous les autres commutateurs sont nuls. De ce fait, je vais donc remonter à mon commutateur Lx et Y. Je vais développer 2 à 2 les commutateurs. J'obtiens 4 commutateurs. Les deux derniers sont nuls pour la simple raison que tout le terme à droite commute avec le terme à gauche. Vous voyez bien Pz commute avec lui-même, Pz commute avec X, Y commute avec X et Y commute avec Pz. Donc tout ce commutateur-là est nul et il en est de même pour ce dernier commutateur. Finalement, il vous reste deux termes dans l'expression du commutateur Lx et Ly. Alors, nous allons calculer donc le premier terme, ici et là. Alors, je vais tout simplement le développer selon la définition même du commutateur, à savoir ypz fois zpx, et je fais attention à l'ordre, moins zpx multiplié par ypz. Je viens remarquer ici simplement que zpz commute avec ypx. De la même manière ici, zpz commute avec la quantité px-py. Notez ici que je peux commuter y avec px puisque de toute façon il commute. Donc ça va me permettre de mettre ypx en facteur. Il vous reste ici pz fois z et là il vous reste moins z fois pz qui n'est autre que le commutateur pz-z. D'après cette égalité ici, le commutateur pz-z c'est moins ih bar et donc ça vous donne moins ih bar y fois px. Je viens développer exactement de la même manière le deuxième terme et vous trouvez que le deuxième terme égale ih bar x py. Je viens ensuite remplacer mes deux termes dans l'expression de Lx et Ly. Vous obtenez pour le premier terme, je fais moins ih bar en facteur, vous obtenez y px ou la moins y px plus pour le deuxième terme x py. Et ceci n'est autre que l'expression, vous voyez, que j'ai introduite plus haut, qui est celle de l'opérateur Lz. Alors on peut bien sûr faire le même calcul pour le commutateur Ly, Lz. Notez que c'est égal ih bar et Lx. Vous avez ici une permutation circulaire dans le sens direct, y, z, x. Vous pouvez également vérifier pour le commutateur Lz et Lx qui est égal ih bar et Ly. Et on va généraliser ces équations-là à une écriture qui a la forme suivante. Li, Lj, quelle que soit la composante Ij, égale ih bar epsilon I, K, Ijk, Lk. Alors le epsilon vaut plus ou moins 1 selon que le produit vectoriel I avec J va dans le sens direct et il vous donne K, ou s'il va dans le sens contraire, I vectoriel J vous donne moins K. D'accord ? Alors maintenant, on va introduire la norme du vecteur moment cinétique. L carré, c'est la somme des carrés de ses composantes, que voici.
Et je vais regarder de près le commutateur de L carré avec, par exemple, la composante Lx. Donc, je vais venir remplacer L carré par la somme de ces composantes et je vois directement que le commutateur L carré avec Lx égale 0. Tout observable commute avec elle-même et toute fonction d'observable commute avec elle-même. Donc, le premier commutateur Lx carré avec Lx égale 0. Il vous reste tout simplement le commutateur de Ly carré avec Lx plus le commutateur de Lz carré avec Lx. Alors, si je me rappelle cette fonction, cette propriété-là des commutateurs, donc dans ma situation ici, j'ai A, vous voyez, j'ai A égale B égale Ly, donc je remplace ici tout simplement A par Ly, B par Ly et C par Lx. Alors, ici ensuite, je viens remplacer le commutateur Ly, Lx, donc selon cette équation-là, y, Lx, ça vous donne Lz, mais y vectoriel x, ça fait moins z. Donc, c'est moins Niash bar. L'ordre est important, s'il vous plaît. Vous avez Ly multiplié par le résultat du commutateur qui est moins Niash bar Lz. Plus, ici, Ly, Lz, c'est le même commutateur qui vaut moins Niash bar Lz, multiplié par Ly. Faites attention à la non-commutativité des composantes de vos opérateurs. Donc, de la même manière, ici, je viens calculer Lz, le deuxième terme, Lz carré Lx. Donc, vous allez trouver cette quantité-là. Et si vous faites la somme pour calculer le commutateur L carré Lx, vous voyez que le premier terme Ly, Lz se simplifie avec celui-là, que le deuxième terme Lz Ly se simplifie avec le deuxième terme. Ça veut dire que le commutateur L carré Lx, eh bien, il est nul. Alors, vous pouvez vérifier exactement la même chose pour le commutateur L carré avec Ly et L carré avec Lz. En conclusion, je vais pouvoir dire que le commutateur de L carré avec toutes ses composantes, les composantes de L, eh bien, il est égal à 0. En d'autres termes, L carré commute avec toutes ses composantes, les composantes de L. Maintenant, si on regarde de près les composantes du moment cinétique, mais cette fois-ci en coordonnées sphériques, Rθ et φ, eh bien, on va noter que, évidemment, en remplaçant tout simplement les coordonnées cartésiennes en fonction des coordonnées sphériques, ainsi que les dérivées par rapport aux coordonnées cartésiennes par leurs dérivées correspondantes en coordonnées sphériques que vous avez vues en utilisant la composition des dérivées, etc. Donc, on va noter d'un premier abord que Lz ne dépend que de la variable azimutale phi. Et par contre, toutes les autres composantes de L, ainsi que son modulo carré, ne dépendent que des variables angulaires θ et phi. Maintenant, si on cherche à montrer le lien qui existe le moment cinétique et les rotations, eh bien, on va prendre un cas relativement simple, à savoir, je vais considérer une rotation infinitésimale, c'est-à-dire d'un angle très très petit, alpha très petit devant 1, autour d'un axe suivant OZ. Donc le schéma est le suivant, vous avez la rotation n'affecte que le plan XY, l'axe Z qui est l'axe de rotation reste inchangé, et on va tourner un vecteur quelconque de coordonnées x, y, z en un vecteur R' de coordonnées x', y', z'. Donc je tiens simplement à vous rappeler que lors des changements de système de coordonnées, vous avez introduit les matrices de changement de base et vous avez un vecteur de coordonnées x', y'. Il est affecté par une rotation quelconque d'angle alpha suivant z par la manière suivante. XY étant ses coordonnées avant la rotation, donc il suffit d'appliquer la matrice de rotation d'angle alpha dans le plan XY. Ce qui me concerne ici, c'est considérer que le alpha étant un angle infinitésimal, je vais approcher ces fonctions-là au premier ordre, à savoir cosinus alpha vaut 1 et sinus alpha, je vais le remplacer par alpha.
D'accord? Donc, je vais montrer que lors d'une rotation d'un angle infinitésimal autour de l'axe Z, ma coordonnée x' devient 1 fois x plus alpha fois y, et ma coordonnée y' devient moins alpha fois x plus 1 fois y. Donc, c'est ce que vous avez ici à l'ordre premier en alpha, ça veut dire je fais un développement en premier ordre, et bien vous avez les nouvelles coordonnées du nouveau vecteur en fonction des coordonnées du vecteur avant la rotation. Notez également que par cette matrice-là, eh ben, la coordonnée Z' reste inchangée puisqu'il s'agit là de l'axe de rotation. Et je vais appeler alors R chapeau, donc c'est l'opérateur, si vous voulez, ou c'est la matrice de rotation d'un angle alpha infinitésimal autour de l'axe Z. Je vais l'appliquer à une fonction quelconque qui dépend de trois coordonnées x, y, z. Alors, l'application de la rotation à ma fonction va permettre de changer tout simplement x en x', y en y', et z, lui, il reste inchangé. Donc, je viens remplacer tout simplement x' par son expression, y' par son expression, et z qui est inchangé. Là, je vais utiliser le fait de la dérivée. Donc, ici, j'ai une fonction à 3 dimensions, mais c'est vrai également pour une fonction à une dimension. Psi de x plus h étant infiniment petit, égale psi de x plus h d de psi sur dx. C'est même la définition de la dérivée en utilisant la limite pour que h tend vers 0, qui est notre cas puisque nous considérons un angle alpha infinitésimal. Donc, je vais appliquer cette chose-là à 3 dimensions. Vous voyez bien que psi de x plus alpha y devient psi de x plus alpha, qui est alpha h pardon ici, qui est chez moi alpha y, le voilà, fois la dérivée de psi par rapport à x. Notez ici, s'il vous plaît, la première coordonnée lui est associée la dérivée différentielle par rapport à la variable x. La deuxième coordonnée ici, donc ça va être psi de y, moins alpha x, qui est mon petit h, fois la dérivée, que voici, fois la dérivée par rapport à y. La coordonnée z étant invariante, donc je la garde. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma matrice R, je vais pouvoir l'écrire comme étant l'opérateur identité appliqué à psi plus alpha, ou là moins i alpha, la constante. Et ici, je fais apparaître tout simplement y d sur dx moins x d sur dy à une constante près. C'est l'opérateur Lz. D'accord? Donc, j'ai pu écrire la matrice de rotation quand j'ai tourné d'un angle alpha suivant z, infinitésimal évidemment, égale à ceci. Et on dira que Lz est un générateur infinitésimal du groupe de la rotation. On peut bien sûr également faire de la même chose si vous avez une rotation quelconque autour d'un axe U qui a une composante de rotation autour de l'axe X, Y et Z. Alors maintenant, pour décrire une rotation d'un angle alpha quelconque, qui n'est pas infinitésimal, il suffit d'appliquer une rotation infinitésimale d'angle alpha sur n, c'est-à-dire ici je vais avoir un angle alpha sur n, mais alors il faut que j'applique cette rotation infinitésimale n fois et je fais tendre le n vers l'infini. En d'autres termes, ma matrice de rotation pour un angle alpha quelconque, eh bien, la matrice de rotation infinitésimale, je vais pouvoir l'appliquer n fois, d'accord? Mais cette fois-ci, vous pardonnez, j'ai oublié de mettre alpha sur n, c'est alpha sur n, et je vais faire la limite quand n tend vers l'infini. C'est-à-dire dans mon expression précédente, je viens remplacer alpha par alpha sur n. La matrice, je la multiplie par n parce que du fait que je l'applique n fois, et je fais la limite quand n tend vers l'infini. Maintenant, je vais rappeler tout simplement la limite de 1 plus x quand x tend vers 0, de cette chose-là. Donc, voici le développement limité correspondant. Ici, chez moi, j'ai x sur n. Vous voyez que quand n tend vers l'infini, là, je vais approcher tous les n-1, n-2, etc. à n, de sorte que pour le premier terme, par exemple, vous avez 1 plus nx. Vous remplacez x par x plus n, le n se simplifie. Pour le deuxième degré, ça fait n carré. Sur le x n au carré, le n carré se simplifie. Vous gardez ceci, et ainsi de suite. Et ça, ce n'est autre que le développement de la fonction exponentielle. Donc, si j'applique cette même définition chez moi, là, donc mon argument, c'est tout simplement le suivant, dans laquelle, eh bien, je vais faire disparaître n,
Vous voyez ici, et donc j'obtiens l'exponentielle moins I alpha Lz sur h bar. Donc ma matrice de rotation ici, eh bien c'est tout simplement l'exponentielle moins I alpha Lz sur h bar. Lz est tout simplement la variable conjuguée associée à la variable rotation. Alors, si je me rappelle que l'énergie cinétique est une quantité qui est invariante par rotation, pour la simple raison que l'énergie cinétique, c'est 1 demi de mv carré. V carré, c'est le module au carré, hein, la norme, on va dire, du vecteur vitesse. Et vous savez que lors d'une rotation, eh bien, la norme n'est pas modifiée. La norme, elle reste invariante par n'importe quelle rotation. Donc l'énergie cinétique est toujours invariante par rotation. Si vous considérez maintenant un système dans lequel l'énergie potentielle V de R ne dépend que de la quantité radiale R, c'est-à-dire elle ne dépend pas de R, de θ et de phi, eh bien, vous pouvez montrer facilement que H, qui est la somme de l'énergie cinétique et la somme de l'énergie potentielle, il commute avec L carré. Pourquoi? Parce que tout simplement L carré ne dépend que des variables angulaires. Votre Hamiltonien dépend, lui, des variables radiales. Eh bien, ça veut dire que ces deux choses-là, elles commutent, ces deux opérateurs valent 0. De la même manière, H commute avec toute composante de L, puisque nous avons vu que L carré commute avec Lz, L carré commute avec Lx, L carré commute avec Ly, donc votre Hamiltonien commute avec finalement toutes les composantes du moment cinétique. En particulier, on va garder en mémoire le choix ici de la composante Lz. Eh bien, deux choses vont vous permettre de dire que votre Hamiltonien étant invariant par rotation, Lz est une quantité de mouvement, d'accord? Et deuxièmement, H étant invariant par rotation, eh bien, on va pouvoir chercher une base commune à l'Hamiltonien, si on veut le diagonaliser, avec Lz et avec L carré. Et vous allez voir dans le chapitre de l'atome d'hydrogène que cette propriété-là, eh bien, elle va être déterminante dans la résolution de l'équation de Schrödinger de cet atome-là et de tous les atomes d'ordre supérieur.